suis Abdourahmane Sarr, donc je suis économiste. J'ai fait un doctorat en économie aux États-Unis, j'ai également étudié au Canada. Donc je suis un ancien fonctionnaire du Fonds monétaire international où j'ai passé 15 années. Mon dernier poste était représentant du FMI au Togo et au Bénin. Et la raison principale pour laquelle j'ai démissionné, c'est pour venir accompagner un projet de centre d'études pour le financement du développement local qui ne correspondait plus, disons, je l'accompagnais déjà à partir du FMI, avec un staff ici que je finançais. Et donc, j'ai décidé de venir appuyer ce travail-là. En fait, c'est vrai, dans les statuts, donc le Conseil des ministres était un peu l'organe de surveillance, de décision sur les politiques monétaires de la Banque centrale. Mais ces mécanismes ont été modernisés, parce que de par le monde, donc les banques centrales, leur fonction première, on dirait prioritaire, devrait être la stabilité des prix. Mais sans préjudice, n'est-ce pas, à cet objectif de stabilité des prix, beaucoup de banques centrales du monde ont comme objectif secondaire, n'est-ce pas, d'appuyer aussi le plein emploi. Parce que la politique monétaire est importante pour le plein emploi. Donc c'est la raison pour laquelle, et c'était une bonne décision d'ailleurs à mon avis, que la Banque centrale s'est dotée d'un comité de politique monétaire. Parce qu'il ne revient pas à des ministres des Finances qui ont en charge la politique budgétaire, n'est-ce pas, de décider de la politique monétaire. Bon, donc la composition du comité de politique monétaire, ça c'est une autre chose, mais le fait de moderniser la gouvernance de la Banque centrale pour lui permettre d'avoir un comité de politique monétaire est une décision sur le plan de la gouvernance, une bonne décision. Maintenant, la composition du comité ou des organes de gouvernance, la représentativité au niveau de la BCEAO, le fait que la France y soit représentée, c'est un peu le résultat de l'arrangement monétaire que nous avons avec la France. Le franc CFA, il est sur le plan de la souveraineté. Tant que les accords monétaires avec la France de convertibilité du franc CFA seront en place, la France aura un mot à dire. Donc ce sont les pays de l'UEMOA qui doivent, et la France y est totalement ouverte, c'est une question de choix de notre leadership que de décider est-ce que le franc CFA en 2015 sa convertibilité doit être garantie par la France ou pas. Si une décision devait être prise sur une convertibilité que nous-mêmes prendrions en charge, la France n'aurait pas de raison d'être à cette instance de décision. Mais dans la mesure où nos pays demandent à la France de convertir leur monnaie, il est normal que cette personne-là puisse être représentée. Donc c'est une question de responsabilité à notre niveau, n'est-ce pas, de décider ce que nous voulons de notre monnaie, comment est-ce que nous voulons que sa convertibilité soit assurée et comment cette gouvernance nouvelle qui est appropriée, parce que ce ne sont pas les ministres des Finances qui doivent mener une politique monétaire, comment cette nouvelle gouvernance devrait, n'est-ce pas, se faire exclusivement avec des personnalités de la Banque centrale qui décideraient de la politique monétaire. Parce que là aussi, ce n'est pas aux représentants, je ne sais pas si vous parliez de la commission de l'UEMOA peut-être, dans ce comité, mais une banque centrale a un conseil d'administration en général de par le monde qui décide de la politique monétaire et l'objectif premier doit être en priorité la stabilité des prix et sans préjudice à ce premier objectif, appuyer le plein emploi et donc la croissance du secteur réel. Mais j'ai beaucoup lu que, par exemple, le fait de la convertibilité, d'abord, c'est fictif parce que beaucoup d'amis arrivent à Paris, ils n'arrivent pas à changer la CFA. Et deuxièmement, vu que la France est soumise quand même maintenant sous le traité de Maastricht, elle ne peut pas
convertir dans une manière illimitée. C'est ça. Donc, cette convertibilité, est-ce qu'elle est réelle ou non? Je dirais, en tant qu'économiste, nous, en tant qu'UEMOA, nous avons la convertibilité du franc CFA, ce sont les réserves de change de la Banque centrale qui la garantissent. Donc la convertibilité de la France, elle est notionnelle et fictive. Elle n'arrivera pas, elle n'arrivera jamais, à mon avis. En ce sens que lorsque nos réserves de change, n'est-ce pas, devaient ne pas être suffisantes pour garantir la parité du franc CFA par rapport à l'euro, nos pays auraient des programmes d'ajustement. C'est ce qui se passerait. Donc c'est exactement, si vous voulez, comment je peux l'appeler, c'est ce qui se passe à travers le monde. Vous avez la Grèce qui est dans l'euro, et la Grèce a des problèmes financiers. C'est la Banque centrale européenne et l'Union européenne qui lui donne un appui, mais la Grèce s'ajuste. Donc nous avons connu cette expérience-là. Lorsqu'il arrive que nous ne sommes pas en mesure, n'est-ce pas, de gérer nos finances, c'est vrai, la France nous aide, d'autres bailleurs nous aident, mais en dernier ressort, c'est nous-mêmes qui allons nous aider nous-mêmes en ayant un ajustement. Donc cette convertibilité, elle est anachronique, en ce sens qu'elle n'est plus d'actualité, véritablement, parce que d'abord, nous avons les réserves qui nous permettent donc d'assurer cette parité du franc CFA, si nous voulons cette parité. Ça, c'est un autre sujet. Est-ce que cette parité, nous la voulons ou nous ne la voulons pas? À quel niveau elle devrait être? C'est un autre sujet purement technique. Donc, nous n'avons pas besoin de la convertibilité garantie par la France pour garantir le taux de change que nous nous sommes choisis. Vous voyez? Donc, c'est une décision purement politique que les États de l'UEMOA pourraient prendre pour dire que, bon, voilà, les accords monétaires que nous avons ne sont plus nécessaires. Nous sommes en mesure de garantir donc, le niveau du franc CFA que nous nous sommes choisis et les réserves de change, nous les gardons nous-mêmes sans avoir besoin donc, de la convertibilité de la France. À ce moment-là, vous n'avez plus besoin d'un représentant de la France parce que c'est sans objet. Nous nous retrouverions entre nous et le problème restera entier. En ce sens qu'il y a des fois de l'amalgame entre la présence d'un représentant français au Conseil, qui se justifie par le choix que nous-mêmes, nous avons fait, n'est-ce pas, d'avoir ces accords qui demeurent en termes de convertibilité. Et si ces accords n'existaient plus, le représentant n'aurait pas sa raison d'être, mais le problème serait entier. Vous auriez toujours votre CFA avec le même niveau, et la question se poserait de savoir quel type de politique monétaire nous voulons avoir. Aussi parce que j'ai lu les accords entre la France et l'Union européenne et les accords tiers avec le CFA, la zone CFA, ne spécifient que l'Europe ne s'engage pas du tout à respecter la convertibilité du CFA. Bien sûr, bien sûr. Absolument. L'Europe n'a pas à assurer la convertibilité du franc CFA. Les Européens ont une banque centrale commune. N'est-ce pas? L'accord de convertibilité que nous avons avec la France, c'est avec l'État français que nous l'avons. Je dirais c'est même avec le Trésor français que nous l'avons. C'est-à-dire que si la France devait assurer la convertibilité du franc CFA parce qu'on n'aurait pas eu assez de réserves, la France aurait puisé dans sa capacité à elle de dégager des ressources budgétaires, sa capacité à elle d'emprunter de l'argent, étant donné sa propre crédibilité, pour pouvoir nous assurer notre convertibilité. Vous voyez? Mais la France a ses propres problèmes budgétaires. Hein? Elle ne peut pas, au nom, n'est-ce pas, de la convertibilité du franc CFA, emprunter des montants qui feraient qu'elle-même dépasserait certaines normes. Donc bien sûr, ses partenaires européens ont réglé ce problème-là. Parce qu'entre eux, ils ont des accords de déficit budgétaire maximum, etc. Ce qui fait que si la convertibilité du franc CFA assurée par l'État français, donc sa capacité elle-même à assurer cette convertibilité, devait lui poser un problème par rapport à ses engagements avec l'Union européenne, la France demanderait à ces États-là de s'ajuster de sorte à régler le problème eux-mêmes. C'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure.
Donc, au final, c'est quoi? Ce n'est pas la Banque centrale européenne, ni l'Union européenne, qui garantit la convertibilité du franc CFA. Ce n'est pas leur responsabilité. L'accord que nous avons avec la France est un accord d'État à État. Ça veut dire que la France, si elle devait assurer une convertibilité, c'est sur ses ressources propres qu'elle le ferait, dans les limites de ses propres accords avec ses partenaires européens. Moi, je vous dis que cette convertibilité n'a plus de raison d'être, parce que la convertibilité du franc CFA, ce sont nos propres réserves qui les garantissent et notre propre capacité à nous ajuster si nous en avons besoin. La preuve, c'est ce qui s'est passé dans le passé avec les programmes d'ajustement structurel, lorsque la France nous a aidés budgétairement et que les partenaires au développement nous ont aidés budgétairement. Quand c'était devenu impossible, ils nous ont dit « vous êtes obligés de vous ajuster parce que nous n'allons pas continuer à vous aider ». Donc bref, ce qu'il nous faut, c'est prendre nos responsabilités à nous, décider nous-mêmes de ce que nous voulons avoir comme politique monétaire. La question se trouve beaucoup plus à ce niveau-là qu'une question de convertibilité du franc CFA, parce que ça ne sera pas effectif et nous n'en avons pas besoin. Bon, pour revenir un peu sur la façon dont vous avez posé votre question. Vous savez, je vous disais tout à l'heure que nous devons prendre nos responsabilités. Vous voyez? Nous devons prendre nos responsabilités. Cela veut dire quoi? Lorsque nous avons des problèmes financiers, un endettement ou des déficits trop élevés, une dépendance vis-à-vis de bailleurs qui, à un moment donné, vous disent « Ok, je ne vais plus financer votre déficit ». Disons même que ces mêmes bailleurs, pour des raisons, disons, inavouées, certains partenaires bilatéraux, disons qu'ils vous ont prêté de l'argent, que vous avez mal utilisé, et ils le savaient, c'est la dette odieuse. Hein. Toujours est-il que vous vous retrouvez avec des problèmes et ces mêmes personnes qui vous donnaient de l'argent s'arrêtent et vous demandent de les rembourser. Et vous le leur devez. Hein. Vous devez être responsable quand vous prenez de l'argent de quelqu'un, qu'il vous ait trompé lorsque vous l'avez pris ou pas. La réalité concrète au final, c'est que vous avez emprunté cet argent. Alors vous vous ajustez, c'est pénible. Vous voyez, vous réduisez vos dépenses budgétaires. Vous n'investissez plus dans l'éducation, dans la santé, tout simplement parce que ceux qui vous prêtent de l'argent vous demandent de les rembourser et ne vous le pardonnent pas. C'était ça la difficulté de l'ajustement. Donc, à un moment donné, lorsque vous n'arrivez plus à exporter autant qu'avant et vous maintenez un train de vie comme avant, vous importez beaucoup plus ou la même chose qu'avant, vous avez un déficit, balance commerciale, balance des paiements, n'est-ce pas? Vous perdez vos réserves. À un moment donné, vous ne pouvez plus assurer la convertibilité de votre monnaie si vous n'avez plus les réserves, n'est-ce pas? Celui qui vous prête à chaque fois pour que vous combliez la différence, à un moment donné, il s'arrête. Et il vous dit, vous arrêtez, soit vous réduisez vos dépenses, en tout cas, moi, je ne peux pas continuer à vous prêter. Vous vous ajustez. Vous réduisez vos dépenses. Mais pendant 15 ans, n'est-ce pas? Mais vous êtes en train de vous tuer vous-même. Ce qu'il faut faire, c'est d'évaluer cette monnaie et arrêter donc cette convertibilité fictive qui fait que vous avez une illusion de richesse. Alors, à un moment donné, vous-même vous refusez. Vous dites, je ne vais pas l'évaluer. Mais vos bailleurs qui sont en face de vous vous disent, nous n'allons pas non plus continuer à vous prêter de l'argent et vous n'avez plus de réserve. Et comme vous disiez tout à l'heure, celui qui doit assurer la convertibilité de votre monnaie, soi-disant selon un accord, vous dit, mais ne comptez surtout pas sur moi. Ajustez-vous. Donc, soit vous réduisez encore vos dépenses, et là vraiment c'est pénible parce que la population est en train de souffrir, ou vous dévaluez. C'est l'un ou l'autre. Vous voyez, c'est une question de responsabilité. Okay? Lorsque ceux qui doivent prendre la responsabilité de dévaluer une monnaie, parce que la population souffre de l'ajustement, ne dévalue pas, quelqu'un qui a la capacité de vous obliger à dévaluer, vous oblige à dévaluer, parce qu'ils ne vont pas continuer à assurer la convertibilité, ni continuer à vous prêter de l'argent, sachant que vous ne pouvez pas rembourser cet argent. Vous voyez comment les choses se passent. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons dépassé ce stade.
les populations ont beaucoup souffert en ajustement, pour les raisons que je vous ai expliquées. Nous avons dévalué une première fois, la seule fois, vous comprenez, une monnaie qui est figée depuis 50, 60 années, n'est-ce pas? Une monnaie figée depuis 50, 60 années et qui n'a bougé qu'une seule fois, peut ne pas être à son bon niveau. Ça dépend, vous voyez. Aujourd'hui, l'euro, c'est presque $1 pour €1, depuis 9 mois, parce que l'Europe en a besoin. Aux États-Unis, le dollar n'était pas aussi fort. Il y a 3, 4, 5, 6 mois. Il est devenu très très fort, parce que l'économie américaine a bien repris. Bref, cela veut dire quoi? La monnaie fait partie des instruments de gestion économique et ne doit pas être figée. Donc, il ne s'agit pas, pour répondre donc à votre question, nécessairement de poser le problème en termes de dévaluation. Nous devons d'abord poser le problème en termes de quelle monnaie nous voulons avoir. Est-ce que nous voulons qu'elle soit fixe à son niveau actuel, qui a d'ailleurs changé du fait que l'euro est baissé? Est-ce que nous voulons que ce soit fixe, mais à un autre niveau? Est-ce que nous voulons que ça flotte? Est-ce que nous voulons que ça reflète le panier de certaines monnaies? Bon sang de bon sang, qu'est-ce que nous voulons? Alors, il s'agit de décider ce que nous voulons comme régime de change, comme parité, de sorte à avoir une gouvernance moderne d'une banque centrale qui déciderait de sa politique monétaire et que les représentants qui sont autour de la table soient les représentants d'États responsabilisés. Vous voyez, à ce moment-là, on n'aura pas à se plaindre d'un problème de souveraineté, d'avoir un représentant, disons de la France, qui est dans l'organe de gouvernance, dont la convertibilité, assurance de convertibilité, est totalement hypothétique. Par exemple, Sanoum Baye, toujours à propos de la dévaluation, qui dit de dévaluer le CFA aujourd'hui would allow France to resist the Eurozone crisis and does not benefit African economies. Donc, est-ce que c'est pas anormal que les autres 3 ou très peu d'autres monnaies, unions monétaires au niveau mondial, sont liées avec des réalités territoriales? Oui. Et dans le cas des 2 unions monétaires ouest-africains, on n'a pas du tout en lien territoire, réalité du territoire et monnaie. C'est encore lié à une métropole. Absolument. C'est encore colonial. Absolument. Non, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que le problème, il doit être posé en termes de responsabilité. C'est-à-dire que la baisse de l'euro aujourd'hui est un résultat de la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Le niveau du dollar est le résultat de la politique monétaire de la Réserve fédérale européenne pour les besoins de l'économie américaine ou les besoins de l'économie européenne. Le fait de s'accrocher à l'euro et qu'il y ait une dévaluation donc, de l'euro à cause de la politique monétaire de quantitative easing, ce n'est pas une décision de la France, c'est une décision de l'organe de gouvernance de la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Donc lorsqu'on s'accroche à cette monnaie, de par son propre choix, n'est-ce pas, on ne peut pas se plaindre de la dévaluation de l'euro, parce que l'évaluation de l'euro, elle n'a pas été prise en tenant en compte ses effets sur l'économie des pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale. Ça revient à dire quoi? Ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une question de responsabilité propre. Il faut décider, si nous voulons une politique monétaire, qu'est-ce que cette politique monétaire devrait être pour justement accompagner non seulement la stabilité des prix, qui est essentielle, et cette stabilité, on peut en discuter. Les économistes peuvent se poser la question de savoir, en fonction du niveau de développement de l'économie, est-ce que c'est 2%? C'est ce que c'est en Europe et en France, aux États-Unis. Est-ce que c'est 3, 4, 5% d'inflation? C'est à discuter. C'est un problème technique, les économistes peuvent en discuter. Sur ce que stabilité des prix veut dire. 3, 4, 5, 6% d'inflation. Pour avoir une stabilité relative des prix et ensuite accompagner le développement. C'est une question que nous devons nous poser, nous.
décider d'un régime de change fixe, d'un régime de change flexible, d'un panier de monnaie. Bref, c'est une décision souveraine et nous invitons, n'est-ce pas, nos leaders à se poser la question et de décider. Il y a des projets en cours de monnaie commune de la CEDEAO. Si elle devait se faire, le CFA n'existerait pas tel qu'il existe. La question qui va se poser à ce moment-là, c'est quel sera le régime de change de cette monnaie de la CEDEAO? Fixe, flexible, panier ou pas? Est-ce que cette monnaie servirait les besoins des pays individuellement? Sénégal, Mali, c'est une question qu'il faut se poser. De la même façon que l'Europe se pose la question de savoir, est-ce que l'euro est la monnaie qu'il faut à la Grèce? N'est-ce pas? L'Angleterre va avoir un référendum pour se poser la question de savoir, est-ce que nous voulons à terme faire partie de l'euro ou est-ce que nous voulons faire partie de l'Union européenne mais sans être dans l'euro? C'est une question qu'il faut se poser. Mais la question, on ne la pose pas en termes de ceux qui font ce qu'ils font pour eux-mêmes, mais on se la pose par rapport à nos propres objectifs et c'est une question de responsabilité. Non, merci, c'est très clair, c'est vraiment très bien. Et par exemple, toujours, oui, c'est vrai que c'est une question de responsabilité, mais toutes les fois que quelqu'un a cherché même d'en parler, il y a eu c'est un grand tabou encore avec la France. Je me demandais, au niveau de ce qu'on appelle le signoraggio, non, le fait que cette monnaie est encore imprimée à Chemalier par la Banque de France, oui. Est-ce que ça donne des avantages à la France? Et si oui, quel genre d'avantages? Vous voyez? Alors, donc, c'est vrai, vous savez, vous avez parlé c'est vrai, c'est une question de responsabilité et les gens se posent toujours la question. Il est normal que lorsqu'on a été colonisé par une certaine puissance, il est normal que les gens puissent se poser certaines questions. On se dit, bon, si la monnaie est imprimée ici, est-ce que, bon, pour des raisons, ou pour une raison ou pour une autre, est-ce que je peux avoir confiance? Beaucoup de banques centrales du monde impriment leur monnaie à l'étranger, même en Europe, n'est-ce pas? Parce que, bon, c'est une fonction assez spécialisée. Les gens s'y spécialisent de telle sorte à avoir des billets sécurisés, etc. Donc, la question de savoir où est-ce que je vais imprimer ma monnaie au coût le moins cher, avec la grande qualité pour minimiser la falsification, pour beaucoup de pays, cette impression se fait à l'étranger. Maintenant, à cause justement de l'histoire, les gens peuvent se poser des questions à savoir est-ce que je devrais l'imprimer chez celui qui m'avait colonisé avant? Je vous dis que même si la décision a été prise de l'imprimer ailleurs, notre problème, il est autre, vous voyez? Parce que notre monnaie serait imprimée quelque part, selon des contrats tout à fait professionnels, de gens qui n'ont pas de raison d'en imprimer davantage, parce que bon, quand même, c'est une fonction assez technique. Il y a des numéros de série, la façon d'imprimer une monnaie, voilà, on ne vient pas jeter de la monnaie comme ça dans la rue. Il y a une procédure pour ça. Donc le problème, à mon avis personnel, ne se trouve pas là. En ce sens qu'on aurait pu diversifier les sources de production de notre CFA. Le problème ne se trouverait pas là. Donc pour vous résumer, l'impression de sa monnaie se fait là où c'est le mieux, ça se ferait le mieux, au moindre coût, avec les garanties de sécurité du billet. Ça peut être en France, ça peut être ailleurs. Là aussi, c'est une question de responsabilité. C'est une décision à prendre. Où est-ce que je vais imprimer ma monnaie? C'est une décision, prenant en compte les facteurs techniques et financiers, mais prenant en compte aussi la susceptibilité de ta population. Si la population pense, à tort ou à raison, qu'elle voudrait diversifier ses sources d'approvisionnement de cette monnaie, démocratiquement, c'est un facteur à prendre en compte pour déterminer où est-ce qu'on va la produire. Mais à mon avis personnel, le problème ne se trouve pas là. Ça, c'est un. 2. Est-ce qu'on doit avoir un régime de change fixe, flexible ou un panier? C'est une question de responsabilité. C'est à nous de prendre la décision. Une fois qu'on aura changé potentiellement le franc CFA et qu'on aura notre propre monnaie, disons de la CEDEAO, il y a un troisième problème qui demeurera. Est-ce que chacun des pays membres de cette CEDEAO aura ce qu'il lui faut
pour son propre développement territorial, au même titre, comme je vous disais tout à l'heure, que la Grèce ou la Grande-Bretagne sur cette question particulière. Donc, seigniorage, c'est la capacité à imprimer donc, de l'argent sans contrepartie. C'est le propre d'une banque centrale, la capacité d'imprimer de l'argent sans contrepartie. C'est le propre d'une banque centrale. La question est de savoir, donc, est-ce que le fait d'imprimer ces billets-là en France ne permettrait pas à ceux qui impriment ça d'en imprimer davantage et d'en faire circuler? C'est ça la question idéologique, paranoïaque, etc. Je dis, techniquement, ça m'étonnerait à 98% que ça puisse être. Mais encore une fois, il faut prendre en compte l'histoire. Parce que ces 2%-là, sur le plan purement idéologique et de la méfiance, peuvent penser que, pour une raison ou pour une autre, il vaudrait mieux l'imprimer ailleurs. Ces 2%, du point de vue de l'idéologie et de la conscience populaire, peut avoir une influence beaucoup plus grande que l'avis technique que je vous donne à 90%. Pour lever les équivoques, je dis, c'est encore une question de responsabilité que de décider où est-ce que je vais imprimer ma monnaie. Et la plupart des banques centrales du monde n'impriment pas leur monnaie chez eux. Parce qu'il faut des investissements, il faut un gros volume, n'est-ce pas? Certains pays le font, les États-Unis, c'est eux qui produisent leur propre monnaie, peut-être le Canada et ailleurs. Mais en Europe, tous les pays n'impriment pas leur propre monnaie, pour des raisons objectives. Mais ils le font plutôt à l'extérieur, mais avec les garanties que ce problème de seigniorage ne se pose pas. Parce que quand même, nous avons des techniciens à la Banque centrale. Et ils savent très bien les billets qu'ils ont imprimés, qu'ils ont mis en circulation, le numéro de série. Ils ont la possibilité de tester et voir si un faux billet donc, ne devait s'y insérer. Quand même, on a de grands professionnels à la Banque centrale qui font très bien leur travail. Ils le sauraient. Et les États ne l'accepteraient pas. Donc je pense que c'est un mythe. Mais il faut prendre en compte quand même la susceptibilité des gens pour passer un cap. Il y a le fait qu'on tient quand même 50% de réserves à Paris. Et carrément Kako, toujours, je ne sais pas prononcer son nom, oui. Kako Numbuko, un Togolais, oui. Un Togolais a récemment parlé à un colloque sur le CFA au Sénat français, oui. Où il a vraiment très clairement, il a carrément dit que au Trésor français, ce n'est pas le 50% qui aujourd'hui est tenu, mais pour la zone où est moi, c'est 98. Et pour la CEMAX, il parlait de 98 et pour le moyen 90. C'est ça. Et alors moi, je me dis, je pose juste la question, est-ce que ça ne cause pas une liquidity crunch sur le continent qui étouffe des possibilités de développement? Pourquoi tenir ces réserves très nécessaires pour un développement, vu que je pense que dans cette région, plutôt que parler de stabilité de prix, il faudrait pousser plus pour une politique de développement, plein emploi, comme ça. C'est ça, tout à fait. Alors là aussi, c'est une question technique, vous voyez, pour qu'on fasse la différence entre ce qui est idéologie, ce qui est technique et ce qui est responsabilité. 50%, je pense, des réserves, donc des zones CFA, sont gardées au Trésor français. Pourquoi? À cause de l'accord monétaire que nous avons avec la France. Et nous en avons parlé tout à l'heure. La convertibilité du franc CFA est garantie par le Trésor français, les finances publiques françaises. La France n'arrive pas à atteindre l'objectif de 3% du PIB de déficit. Ça veut dire qu'elle doit réduire. Si aujourd'hui, par catastrophe, elle devait y ajouter une convertibilité de déficit donc, de nos pays, ça ne se ferait pas. On en a parlé tout à l'heure, on va devoir s'ajuster comme on a eu à s'ajuster de par le passé. Donc, c'est une question de responsabilité que de décider que les 50% de nos réserves qui sont au Trésor français, nous pouvons les mettre ailleurs. Ailleurs ne veut pas dire dépenser ça, parce que des réserves, il en faut pour d'autres raisons techniques, n'est-ce pas, de gestion de réserves d'une banque centrale, leur niveau. Supposons qu'on prenne les 50% de nos réserves de change qui sont au Trésor français et on décide de les investir. On les investirait où? Là, on parle de réserves de change. Les réserves de change, on les investit d'une certaine façon, parce qu'elles ont besoin d'être liquides pour une partie,
Une autre partie, pour des questions de rendement, on peut les investir dans un certain nombre d'actifs sûrs, n'est-ce pas, pour faire un peu la part des choses entre le rendement et la sûreté de cet actif. Souverainement et en toute responsabilité, on aurait mis peut-être dans des titres allemands, sûrs, peut-être souverainement dans des titres français, souverainement dans des titres américains, en fonction de la politique d'allocation du portefeuille de nos réserves. Donc vous prenez les 50% qui sont dans le trésor français et vous les mettez où vous voulez. Mais la réalité, c'est que ça demeurera des réserves de change. Donc la question n'est pas à ce niveau-là. Donc si vous prenez les 50% qui sont au trésor français et vous posez la question, les autres 50% que nous investissons souverainement, où est-ce que nous les avons mis? Peut-être dans des titres allemands, peut-être dans des titres français, peut-être dans des titres américains, souverainement. Mais vous ne pouvez pas mettre vos réserves de change dans des titres en dollars si la convertibilité dont vous avez besoin, c'est des euros. Vous comprenez? Donc les CFA qui sont garantis par une convertibilité sur l'euro, les actifs qui garantissent cette convertibilité doivent en majorité être dans cette monnaie qui est l'euro. Les deux pays les plus importants en Europe en termes de poids et de sûreté de l'actif, c'est la France et l'Allemagne, c'est le couple allemand pour l'Europe. Donc si vous aviez toutes vos réserves et que vous décidez souverainement que vous voulez que votre monnaie soit convertible en euros, vous ferez mieux d'avoir des actifs en euros. C'est une question de responsabilité et de choix. Si demain on devait choisir de convertir notre monnaie et qu'elle soit une partie en euros, une partie en dollars, une partie en yens, une partie par le yuan chinois, la composition des réserves de change peut-être reflèterait ce panier-là. Si la composition de ces réserves devait refléter le pourcentage du commerce que nous avons avec la Chine, la CEDEAO, la France, l'Allemagne, les États-Unis, etc., la composition des actifs de ces réserves reflèterait ce choix-là. Vous comprenez? Mais encore une fois, à cause du passé et le fait que ces réserves, 50% soient au trésor français, peut faire en sorte qu'il y ait des réflexes, n'est-ce pas, nationalistes, où on se pose la question de savoir, au-delà de l'argument technique, pourquoi l'avoir en France? Nous disons, la convertibilité, nous pouvons la garantir. Nous n'avons pas besoin d'avoir nos réserves au trésor français, mais la décision souveraine de la composition de nos réserves doit découler du choix que nous faisons sur notre régime de change. Si nous décidons de laisser le franc CFA en l'état, n'est-ce pas? Et donc en euros totalement, convertible, 655,957, il est très probable que nos réserves de change soient en euros. Dans quels actifs sûrs vous les mettriez? ça coulera de source. Donc il faut vraiment faire la différence. Vu que les échanges aujourd'hui sont plus en dehors de la zone CFA, de la zone euro, ils sont plutôt vers les BRIC et oui. d'autres, ça ne reflète plus même, disons, tout à fait. le trade, non, oui, c'est ça. Mais une question que je ne comprends pas, c'est une fois qu'ils sont aux réserves, au trésor oui. français, et ils sont investis par la France. Oui. Est-ce que les gagnes oui. retournent à l'Afrique ou est-ce que, parce qu'on m'a dit que le pays africain reçoit un pourcentage d'intérêt de 1-2%. C'est ça. Mais il ne reçoit pas ce qu'on gagne des investissements de cet argent. Oui. Donc, si vous le tenez ici à Dakar et vous décidez d'investir en Allemagne, mais vous gagnez beaucoup. Oui. Qu'est-ce que ce Est-ce serait? que c'est vraiment comme ça ou est-ce que c'est idéologique de nouveau Là aussi, c'est une question technique. Vous voyez, si jamais vous mettez vos réserves au trésor français, vous savez, la politique monétaire de la Banque centrale européenne, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont presque à zéro. Donc, vous les mettez au trésor français, le trésor français, de façon hypothétique, hein, qu'est-ce qu'elle va faire avec cet argent? Elle va peut-être l'investir sur le marché monétaire, en principe, n'est-ce pas? Puisqu'il s'agit de réserves de change qui doivent être liquides. Donc, vous les mettez dans les actifs liquides, n'est-ce pas? En principe, hein. Mais les taux d'intérêt étant à zéro, je ne vais pas vous rémunérer plus que ce qui est hypothétiquement l'actif dans lequel je mets cet argent. Vous êtes d'accord?
Alors, ce qui fait que je ne peux vous rémunérer que par rapport à ça. Il est de votre responsabilité, encore une fois, de vous poser la question de savoir, est-ce que ce rendement-là, qui est de presque zéro, parce que c'est la réalité européenne, est-ce que c'est là où je veux mettre mes réserves ou pas? Mais c'est à vous d'en décider. Ce n'est pas celui à qui vous avez donné l'argent de décider pour vous que le 0% qui est la réalité du marché monétaire européen est peu ou pas. C'est à vous de dire, est-ce que je veux autre chose? Vous comprenez? Mais je lis que cet argent est carrément, la France joue en bourse avec. Vous voyez. Fait ce qu'elle veut en réalité. C'est ça. Il n'y a aucune transparence sur la gestion. Sur la gestion. C'est pourquoi je dis, et moi vraiment j'insiste beaucoup, je suis un Africain, un Sénégalais, un jeune qui veut que nous prenions notre destin en main. Vous comprenez? Une fois qu'on a décidé de mettre notre argent au trésor français, la France nous donne le rendement du marché monétaire européen. Et c'est zéro. Ce que la France fait maintenant avec les ressources qui sont dans son trésor, mais c'est sa responsabilité à elle. La responsabilité qu'elle a, elle, c'est de pouvoir nous restituer notre argent si on devait le lui demander. Vous voyez la différence? Chacun prend ses responsabilités. C'est comme quand vous faites votre dépôt à la banque. Vous faites votre dépôt à la banque, n'est-ce pas? On vous dit, votre taux d'épargne, c'est 1%, c'est 2%, c'est 3%. Vous vous préoccupez de quoi? Que la banque vous donne votre 1, 2 ou 3%. Ce que la banque fait avec l'argent que vous lui avez donné, mais elle ne vous invite pas à la table pour en discuter. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui a la responsabilité de superviser cette banque-là qui va se poser la question. Mais votre relation contractuelle avec la banque, elle est claire. Le Trésor français, comment elle investit les ressources du Trésor français? C'est la France et c'est sa population et ses élus qui en décident. Ils peuvent en discuter, ils peuvent évaluer le risque qu'il y a à investir des ressources du Trésor dans des actifs pas sûrs, pas sûrs. C'est leur responsabilité. Nous, la responsabilité que la France a vis-à-vis de nous, parce que c'est bilatéral, on a dit tout à l'heure que ce n'est pas l'Union européenne, c'est sa capacité à nous restituer nos réserves si on devait changer l'arrangement monétaire que nous avons. Lorsque vous allez à votre banque, vous lui demandez de vous rembourser votre dépôt d'épargne ou que vous voulez changer de banque. Vous lui dites, donnez-moi l'argent qui est dans mon compte chèque. Vous vous attendez à quoi? Qu'elle vous donne votre argent, c'est tout. Vous voyez, non? Donc le fait d'avoir nos réserves de change au niveau du Trésor français et de ne pas être content de la rémunération qu'on y obtient est une question de responsabilité. Nous pouvons les prendre et ensuite se poser la question de savoir si nous l'investissons nous-mêmes dans le marché monétaire européen, combien on gagnerait? On gagnerait ce que le rendement du marché monétaire est. C'est zéro. Vous voyez? Si l'on prenait notre argent et qu'on l'investit dans le marché monétaire européen, parce qu'on veut l'avoir en euros, dans des titres sûrs, pour garantir une convertibilité du CFA en euros que nous aurions décidé nous-mêmes, on aurait zéro. Le rendement des titres allemands, c'est même négatif. Parce que c'est tellement sûr, tout le monde les veut, donc son prix augmente, ce qui fait que si vous avez acheté à un certain prix, vous vous retrouvez avec un rendement enfin, son prix a baissé plutôt. Donc, parce que tout le monde le recherche, et donc entre le prix et le rendement, les rendements allemands sont négatifs. Vous voyez? Bref, la question technique, elle est ailleurs. C'est de savoir, supposons que nous prenons toutes nos réserves qui sont au Trésor français, supposons que nous prenons toutes nos réserves qui sont légitimement investies dans des titres allemands ou dans des titres français. Nous avons une manne entre nous, UEMOA et CEMAC. La question de savoir, est-ce que cette manne, qui sont des réserves de change, sont trop élevées ou pas? Quelle est la partie qui doit être légitimement dans des actifs liquides en euros? Et quelle est la partie qui est réellement excédentaire et que nous devons investir ailleurs? C'est une question totalement différente. C'est une question technique, c'est
c'est une question de niveau de réserve de change. C'est une question, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quelle est la composition de notre commerce extérieur? Dans quels actifs nous voulons que ces réserves-là soient? Notre commerce est toujours à 50% en Europe. Elle a baissé, parce que la Chine a pris beaucoup plus d'importance, parce que les 10 dernières années, le dollar s'était déprécié et l'euro avait pris beaucoup de valeur, ce qui fait que notre pouvoir d'achat en Chine était très important. Donc le commerce avec l'Europe a baissé et le commerce avec la Chine a augmenté davantage. Le commerce, comme vous disiez tout à l'heure, entre nous, il est toujours faible. Dans la CEDEAO, il est toujours faible. Vous voyez? Donc ce ne sont pas pour des raisons de commerce entre nous qui feraient qu'on doit avoir une monnaie commune. Parce que la monnaie commune qu'on a, qui est le franc CFA, n'a pas permis beaucoup de commerce entre nous. Mais attendez, il n'y a quand même pas une convertibilité entre le CFA et le CFA, je ne sais pas quoi, oui, oui. De l'Afrique centrale. Donc, oui. Si on veut échanger entre Congo-Braza ou Cameroun et oui. Sénégal, il faut passer par Paris. Donc, oui, oui, en fait... Est-ce que ce n'est pas aussi une entrave? Une entrave au commerce. Qui empêche, oui, bien sûr. Oui. Non, mais là, vous savez, il n'y a pas de convertibilité entre ces deux-là. Il y a une convertibilité avec la France en termes des accords monétaires. Donc, si vous prenez vos CFA, UEMOA, vous allez en zone CEMAC, vous voulez les dépenser, il faut que vous convertissiez en CFA, CEMAC pour pouvoir faire la dépense. Donc, ce n'est pas quelque chose de bien. Si nous voulions avoir une zone monétaire commune et que cet argent-là circule, le même argent circule entre nous, c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est pas difficile. C'est comme la monnaie de la CEDEAO que nous voulons mettre en place. Une fois qu'elle aura été mise en place, ça va faciliter les échanges, on n'a pas à faire cette convertibilité. Il s'agit de change, hein, parce que, bon, techniquement, il y a la différence entre devoir faire le change pour acheter quelque chose et la convertibilité ou les flux de capitaux entre les deux zones. C'est des questions techniques qu'on peut discuter par ailleurs pour déterminer est-ce que c'est quelque chose que nous voulons ou pas et pour quelles raisons, n'est-ce pas? Mais après que vous ayez mis en place votre monnaie, disons une monnaie de la CEDEAO, la question de savoir est-ce que la monnaie commune de la CEDEAO ferait que les échanges entre les pays de la CEDEAO soient plus importants? C'est une question à se poser. À mon avis personnel, ça facilite les échanges, mais ce n'est pas la question la plus pertinente. La question la plus pertinente, c'est beaucoup plus de savoir. Une fois qu'on aura plus le CFA, garanti par la France, on aura nos réserves de change, on a une monnaie commune de la CEDEAO, quel doit être ce niveau des réserves de change? La partie qui est excédentaire, qu'est-ce que nous allons en faire? Et quel doit être le régime de change de cette monnaie-là, de telle sorte à pouvoir accompagner le développement donc intra-communautaire. C'est à ce niveau-là que de nouvelles questions vont surgir. Et ces nouvelles questions sont les mêmes que vous vous posez en Europe. Est-ce que la Grèce doit être dans l'euro? Est-ce que l'Angleterre doit être dans l'euro? Est-ce que certains pays de l'Europe auraient dû être dans l'euro? Vous voyez, ce sont de nouveaux problèmes qui vont surgir. Et c'est de ce point de vue-là que nous nous disons, il faut une monnaie complémentaire à la monnaie commune, de telle sorte que ces questions-là, que je vous dis, vont surgir lorsque les questions d'idéologie et les questions techniques auraient été réglées. La question fondamentale sera de savoir qu'est-ce qu'il nous faut comme instrument monétaire pour assurer le développement économique et social de nos pays sans que la même contrainte à laquelle la Grèce fait face soit une contrainte à laquelle le Sénégal ferait face dans un contexte d'une CEDEAO avec une monnaie unique. Vous voyez, c'est de ça qu'il J'ai lu que, par exemple, que la plupart des banques à Dakar sont contrôlées par des capitaux étrangers. C'est ça. C'est ça. Ça également, c'est une critique valable. Notre secteur financier, il est contrôlé par des capitaux étrangers. Le secteur financier est extrêmement important du point de vue d'une souveraineté, disons, d'un patriotisme économique, je dirais. Parce que le secteur financier accompagne le secteur réel. Beaucoup plus que la Banque centrale. Hein. La Banque centrale, c'est régime de change, cadrage macroéconomique, niveau d'inflation, etc. C'est des préalables à régler. Niveau de réserve de change.
de telle sorte que l'excédent puisse être utilisé à accompagner le développement. Ça, c'est le rôle de la Banque centrale et c'est ce rôle-là qu'il doit avoir avec un bon comité de politique monétaire et des représentants responsables sans que l'État n'interfère ou qu'un pouvoir extérieur n'intervienne. Ça, c'est la Banque centrale. Mais le secteur financier, en termes de patriotisme économique, il y a une part importante de ce secteur financier qui doit être détenue par des nationaux. N'est-ce pas? Cela ne veut pas dire que des étrangers qui peuvent nous apporter une certaine connaissance, une certaine technicité, une certaine expérience, ce ne soit pas quelque chose de bien. Ça peut être quelque chose de bien. Mais ça doit être un appui, et un apport et un complément. Vous voyez? Donc, le fait que notre secteur financier soit contrôlé totalement par des capitaux étrangers ne milite pas en faveur du patriotisme économique et de la capacité à ces institutions à accompagner vraiment le tissu économique sénégalais des petites et très petites entreprises. Donc ça, c'est un problème qu'il faut régler, mais il ne faut pas l'analyser sous l'angle colonialiste, néocolonialiste ou idéologique. C'est un fait. Je dis à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est mettre en œuvre des politiques qui nous permettent à nous de reprendre en main ce secteur financier, de telle sorte qu'il soit dans sa majorité au service des entreprises sénégalaises qui sont petites et très petites. Voyez? Et que le secteur financier étranger puisse accompagner les entreprises traditionnelles qu'elle accompagne, qui ont besoin de très grands capitaux que nous n'avons pas nécessairement et que ces banques peuvent nous apporter. Mais il faut alors compléter ce système. S'il n'est pas en mesure d'accompagner 90% de la population qui n'est pas bancarisée dans notre pays, mais il faut le compléter. C'est de ça qu'il s'agit pour faire encore la transition par rapport à notre projet. C'est faire deux choses. Faire en sorte de mobiliser l'épargne des Sénégalais dans une institution dont ils auront le contrôle et qui sera un acteur important du secteur financier. Deux, faire en sorte que cette épargne mobilisée, dont les Sénégalais auront le contrôle, puisse accompagner les très petites entreprises et les populations pauvres non bancarisées. Lorsque vous réussissez ça et que vous avez réussi à réformer la Banque centrale, la politique monétaire, sur le plan purement technique, tenant en compte bien sûr les susceptibilités donc nationales, et que vous aurez fait en sorte de jouer un rôle important dans le système financier, vous aurez réglé beaucoup de problèmes. Vous voyez? Voilà, là, c'est exactement ce qui a motivé ma démission du Fonds monétaire international pour venir appuyer un projet qui a cette capacité-là. Vous voyez? Et oui, est-ce qu'on peut parler du SEN et de comment ça fonctionne quelle est la différence par exemple entre le SEN et ce qu'on appelle le microcrédit qui dans un pays comme le Bangladesh, pas au Sénégal où les taux d'échange sont très très hauts, les taux de prêt sont vraiment, j'ai même vu 40%, 30%, des choses effrayantes. Mais au Bangladesh, j'ai quand même voyagé 3 mois dans les petits villages et j'ai vu 11 millions de personnes sortir quand même d'une pauvreté extrême à des situations belles, très belles, avec des entreprises qui naissaient, avec des gens qui employaient d'autres personnes, avec des prêts qu'on parlait de 2 000 à 15 000 $. C'est ça. Et avec un taux de prêt qui était quand même le double de la banque, donc pas 6% mais 11%, mais qui ne dépassait jamais cette 11%. 11%. Donc, quelle est la différence entre le microcrédit et le système SEN? SEN? Difficile, mais... Le système SEN. Oui. Non. Question difficile, intéressante en même temps. Vous savez qu'au Mexique, les taux d'intérêt dont vous parlez sont à 150%. Vous voyez? Vous dites, mais c'est pas possible, 150%. Donc, au Sénégal, on est entre 20 et 25% dans les institutions de microfinance. Donc, c'est pour vous dire que les taux d'intérêt dans le secteur de la microfinance ne sont pas des taux d'intérêt au même sens que le taux d'intérêt que vous et moi peut-être aurez à payer dans une banque. Ce n'est pas la même chose.
le taux d'intérêt, disons, c'est le coût du crédit, j'appellerais ça, dans le secteur de la microfinance, couvre un certain nombre de charges. Je vous dis, c'est 150% au Mexique, à cause de la technologie de production donc, du service de la microfinance. Il faut payer des salaires, des gens qui sont sur le terrain, qui vont voir les clients, qui leur font le crédit, qui retournent pour faire le suivi, etc., etc., etc. Donc, lorsqu'ils évaluent tout le coût lié à la mise à disposition du crédit, en tout cas dans leur contexte, le coût de ce crédit se retrouve à 140%, 150%. Ce n'est pas un taux d'intérêt. Malgré tout, les populations l'empruntent avec des rendements sur leurs investissements qui dépassent les 200 à 250%. Donc, ça ne leur pose aucun problème d'avoir accès à ce crédit-là, à son coût, n'est-ce pas, et pouvoir avoir un rendement très important. Donc, bref, ça, c'était pour dire quoi? Que le taux d'intérêt dans le secteur de la microfinance n'est pas le même taux d'intérêt que celui dont vous et moi parlons dans le secteur bancaire. Lorsque aussi le secteur de la microfinance emprunte des banques, a déjà un coût de 10-12%, et doit aussi y ajouter les charges liées à ce coût de production dont je vous parle, vous vous retrouvez à des taux qui sont beaucoup plus élevés. Donc bref, le secteur de la microfinance est marginal, demeure marginal, restera marginal, parce que la microfinance fait de l'intermédiation d'épargne, alors que le secteur bancaire ne fait pas de l'intermédiation d'épargne. Bien sûr, il y a des dépôts d'épargne, il y a des dépôts à vue, mais les banques créent de la monnaie. Elles créent de la monnaie nouvelle. Elles font un effet de levier, qu'on peut appeler aussi seigniorage, en ce sens que lorsque la banque crée de la monnaie nouvelle, sans contrepartie d'épargne, elle la prête. C'est différent de l'institution de microfinance qui doit soit emprunter d'une banque ou bien mobiliser une épargne véritable pour prêter ça à des citoyens qui sont déjà pauvres et y ajouter des coûts de production très élevés parce qu'il faut un suivi, etc. Vous voyez? Donc la microfinance, c'est vraiment pour lutter contre la grande pauvreté, la vulnérabilité. C'est un peu sortir les gens d'une certaine précarité. Bon, il y a certains, bien sûr, sont sortis de cette précarité pour entrer dans le secteur formel bancaire et ont pu grandir. Donc c'est une façon de sortir les gens de la grande vulnérabilité, grande précarité, vers une transition qui leur permette d'entrer dans le secteur financier classique, là où les banques ont beaucoup plus de capacité à les accompagner. Donc de ce point de vue-là, les institutions de microfinance sont utiles pour lutter contre la pauvreté. Nous disons autre chose. Nous disons que cette capacité qu'ont les banques à créer une monnaie totalement nouvelle, n'est-ce pas? C'est sur cette capacité-là qu'il faut compter pour que les besoins qui sont énormes dans nos pays, pauvreté, précarité, ces besoins énormes et ces capacités énormes à cause de la pauvreté, justement du chômage et des capacités productives sous-utilisées, pour que les besoins et les capacités puissent se rencontrer dans une économie moderne, il faut de l'argent. Cet argent-là, c'est l'accès au crédit bancaire, n'est-ce pas? Et cet argent doit être compétitif. Ça, c'est le sujet dont on a parlé tout à l'heure par rapport à la Banque centrale. Mais pour qu'une banque et le secteur bancaire puissent accompagner une population, cette population doit être bancarisée, n'est-ce pas? Et 90% de notre population n'est pas bancarisée. Donc il faut trouver le moyen de les bancariser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mobiliser l'épargne ou les moyens de paiement qui sont par devers eux, qui se trouvent être du cash, à 90%. Il faut pouvoir mobiliser cet argent-là en leur donnant un instrument approprié. Cet instrument approprié, il peut être beaucoup de choses. Aujourd'hui, on parle de la monnaie mobile, avec le téléphone. Il peut être des cartes, n'est-ce pas? Dans notre contexte de 90% de la population non bancarisée, analphabète des fois, niveau d'instruction assez bas, avec des ressources mensuelles, comme vous avez dit tout à l'heure avant notre interview, très très faibles. 50 000 francs CFA, c'est peut-être 100 $ ou 100 €. Ça tient dans une poche. Lorsque vous avez fini de payer votre loyer, peut-être que c'est 30 000 francs, peut-être que c'est 25 000, il vous reste 25 000. Pour manger,
ou peut-être pour votre transport. Ça tient dans une poche. Si en plus vous devez laisser ça à la banque, faire des allers-retours à la banque pour récupérer le reliquat, ou faire la queue à la banque pour pouvoir récupérer ça, ou devoir aller à un guichet automatique, on se pose la question de savoir, est-ce qu'il n'est pas mieux si je gagne 100, 150 000, 200 000 francs, après avoir payé mon loyer, avoir fait ma provision du mois, peut-être que le reste tient dans ma poche. Parce qu'il est beaucoup moins coûteux que de l'avoir, que de le mettre dans autre chose. Vous voyez? Mais cet argent qui est dans les poches de tous ces citoyens, 90% de la population non bancarisée, il faut arriver à récupérer ça, les bancariser, en leur donnant un instrument d'échange qu'ils peuvent utiliser dans leurs transactions de tous les jours, comme dans une ville comme Dakar, de telle sorte que les francs CFA qu'ils avaient en poche soient bancarisés, donc dans une institution que nous appelons, nous, dans notre projet, une société fiduciaire d'appui au développement local qui va vendre un moyen d'échange à ces populations qui vont l'utiliser dans leurs échanges de tous les jours, de telle sorte que les francs CFA avec lesquels ils auront acheté ce moyen d'échange seraient dans cette institution, donc cet argent serait bancarisé, serait investi pour leur compte et sera utilisé pour leur faciliter l'accès au crédit en ce moyen d'échange que nous appelons SEN. Si nous le faisons avec une très bonne gouvernance moderne, des personnalités irréprochables, vous auriez un fonds commun d'investissement et de garantie dans une communauté qui serait investi dans des actifs qui serviraient cette communauté, non bancarisée, et qui permettrait de les accompagner dans un accès au crédit sans intérêt, c'est ce que nous disons, par rapport, pour venir à votre question, par rapport à la microfinance, sans intérêt, parce que c'est le rendement de l'investissement de ce fonds dans des actifs générateurs de revenus qui couvriraient les charges de cette institution dans une ville comme Dakar, de telle sorte que si on doit vous prêter de l'argent, vous individuellement, en ce moyen d'échange sain, nous n'aurions pas besoin de vous demander de payer un intérêt parce que nos charges sont couvertes. Nous n'aurions pas besoin de vous demander une garantie individuelle que vous n'avez pas, maison, etc., ou bijoux, etc., parce que la garantie, elle est maintenant devenue communautaire. Ce que vous n'étiez pas en mesure de faire pour vous-même, individuellement, du fait de la participation à l'achat de ce moyen d'échange, utilisé solidairement par tous ceux qui sont dans la même situation que vous, a donné lieu à un fonds commun d'investissement et de garantie de ville, qu'on peut investir et qui vous servira de garantie collective. Ça existe de par le monde pour d'autres raisons. En Europe, vous avez les sonnantes en monnaie complémentaire en France, donc dans la ville de Nantes, dans toute la métropole nantaise, qui a démarré en 2015. Vous avez les Bristol Pound qui ont démarré en Angleterre, donc la ville de Bristol. Vous avez les Berkshires aux États-Unis, dans la ville de Berkshires, complémentaires au dollar. Vous avez les Palmas au Brésil, complémentaires au réal, où les citoyens, dans certaines villes, dans certains bidonvilles, ont accès au microcrédit sans intérêt en Palmas, n'est-ce pas? Et cette institution fonctionne très bien. Tous ces modèles, à l'échelle d'une ville, s'adapteraient bien au contexte africain. Et l'impact que ça pourra avoir dans le contexte africain est énorme. Pourquoi? Parce que 90% de notre population se trouve être non bancarisée. Il est difficile de les bancariser avec un téléphone portable. Il est difficile de les bancariser avec une carte. Je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer, mais je dis qu'il y a aussi la possibilité de compléter ces différents instruments en leur vendant une monnaie complémentaire qui existe de par le monde sous une forme de bon d'achat, qu'ils peuvent utiliser dans leurs échanges de tous les jours, qu'ils peuvent garder en poche, de telle sorte que les CFA qui étaient par devers eux et non bancarisés soient dans une institution qui est la leur, une société fiduciaire d'appui au développement local, qui investirait cet argent et qui pourra faire en sorte de leur faciliter l'accès au crédit à des conditions abordables. Est-ce que c'est pas une forme moderne de tontine?
Oui, vous pouvez l'appeler tontine. C'est très intéressant que vous présentiez les choses de cette façon-là. Ça veut dire que vous avez bien compris ce que je viens de dire. Parce que la société, elle s'appelle une société fiduciaire d'appui au développement local. Qu'est-ce qu'une tontine? Une tontine dans le quartier. Il y a une personne en qui le groupe a confiance, fiduciairement. Et on lui donne notre épargne pour qu'elle, elle s'occupe de collecter la tontine et donc de distribuer la tontine, etc. Donc, une tontine est à un niveau individuel, les groupements de femmes, etc. Elles récupèrent l'argent, elles font confiance en quelqu'un, donc ils distribuent ça correctement. Les leaders dans les quartiers qui ont une relation fiduciaire et de confiance vis-à-vis de leurs amis et concitoyennes du quartier. Il s'agit ici d'avoir quelque chose de beaucoup plus important qui n'est pas nécessairement une mutuelle, ce n'est pas une mutuelle d'épargne et de crédit. Il s'agit d'avoir une société fiduciaire d'appui au développement local qui représente cette population, qui individuellement n'arrive pas à faire beaucoup de choses à cause des contraintes d'inclusion financière dans le système classique. Ils n'ont pas ce qu'il faut pour être inclus financièrement dans le secteur classique. Si ces populations font confiance, comme elles font confiance à une personne dans le quartier dans le cadre de la tontine, achètent un moyen d'échange, comme la monnaie électronique, mais cette fois-ci, la monnaie électronique, c'est la monnaie nationale. Mais là, il s'agit d'acheter avec la monnaie nationale un moyen d'échange et utiliser ça dans leurs échanges de tous les jours, solidairement, et avoir une gouvernance de cette institution transparente et être représenté dans la gouvernance de cette institution sera beaucoup plus importante. Elle pourra avoir des dépôts importants dans les banques, elle pourra investir dans des projets et même pouvoir obtenir le crédit bancaire pour ces projets-là, de telle sorte à représenter une structure importante du secteur financier. Pour revenir à votre question de tout à l'heure, le secteur financier à ce moment-là aurait une entité importante avec une capacité de dépôt dans ces structures étrangères, une capacité importante, et des projets qui pourraient accompagner ces très petites entreprises et populations vulnérables, de sorte à les inclure financièrement là où le système classique n'y arrivait pas. Vous voyez? Donc il s'agit de compléter le système financier classique de la même façon que la personne du quartier qui fait la tontine complète le système financier parce que le système financier n'arrive pas à octroyer du crédit à ces personnes qui cotisent une épargne difficile à mobiliser, de telle sorte à accompagner une personne le mois, une autre personne l'autre mois, une autre personne le troisième mois, mais c'est basé sur l'épargne. Et je vous disais tout à l'heure que les institutions de microfinance resteront marginales parce qu'elles sont basées sur l'épargne dans nos pays, alors que la banque classique ne fait pas d'intermédiation d'épargne seulement, elle crée de la monnaie de sorte à pouvoir faire en sorte que les capacités de production et les besoins se rencontrent, mais dans une monnaie compétitive, d'où l'importance de la réforme monétaire au niveau de la Banque centrale pour que les deux puissent aller de pair. Vous étiez parti sur le fonds d'investissement dont je vous ai parlé tout à l'heure, le fonds commun d'investissement et de garantie. Et la question que vous êtes posée, c'est si vous perdez ça, si vous investissez ça et vous perdez ça. Mais donc c'est pourquoi je vous parlais tout à l'heure de la gouvernance de ce dispositif. Il doit être transparent et ses utilisateurs doivent y être représentés, n'est-ce pas? Des gens comme moi qui ont une certaine compétence et des compétences complémentaires seraient au niveau de cette gouvernance, de telle sorte à faire, n'est-ce pas, l'analyse du coût-bénéfice des investissements qui seraient faits avec ce fonds-là et obtenir potentiellement même des garanties. Vous pouvez avoir une garantie d'une banque en fonction des actifs dans lesquels vous avez investi, etc., etc., etc. Bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites de telle sorte que cette population puisse tirer bénéfice de cet instrument qui vient de les bancariser, tout en subissant les risques potentiels. Et ces risques-là, on n'allons pas entrer dans le détail, mais il y a techniquement beaucoup de façons, n'est-ce pas, de limiter ce risque-là de telle sorte que ça puisse leur être bénéfique. Vous voyez? Donc, pour venir à votre question, vous savez, il
il y a 800 milliards de francs CFA que les Sénégalais de l'extérieur envoient au Sénégal par an. C'est presque plus d'1 milliard de dollars. C'est beaucoup plus important que l'aide extérieure, c'est beaucoup plus important que l'endettement. Pourquoi? Nous n'avons pas pu exporter des biens et des services à cause du sujet que nous avons discuté tout à l'heure. Votre compétitivité de votre économie, prix en termes de taux de change, votre compétitivité structurelle à cause de réformes que nous ne faisons pas, à cause de nos États qui sont inefficaces, qu'il faut bien sûr améliorer. Pour beaucoup de raisons, nous ne sommes pas compétitifs. Lorsque vous n'arrivez pas à exporter des biens et des services, vous exportez des êtres humains. Donc, ces êtres humains-là, qui ont les capacités sous-utilisées de là où ils viennent, peuvent être utilisés en Europe ou pouvaient être utilisés en Europe lorsque l'Europe avait une économie qui était meilleure qu'aujourd'hui. Donc, ceux qui sont là-bas aujourd'hui sont beaucoup plus utiles au pays là-bas qu'ils ne le seraient ici, du fait que le pays n'est pas en mesure de les absorber. Et ils sont d'une utilité très très grande à envoyer 800 milliards de francs CFA ici. Ils tiennent l'équilibre de la balance des paiements de la zone. Ça, c'est la réalité. Bien sûr, l'Europe aimerait bien qu'ils puissent rentrer. N'est-ce pas? Eux-mêmes préféreraient rentrer. Mais ce n'est pas une question de projet. Vous voyez? Ce n'est pas une question de projet. Ce n'est pas une question de boutique du coin. Ce n'est pas un problème de café du coin. C'est beaucoup plus général et beaucoup plus structurel. Ils se sont exportés parce qu'ils ne pouvaient pas être absorbés par leur économie, pour un certain nombre de raisons. S'ils pouvaient rentrer, je peux vous assurer que tous les Sénégalais, je ne sais pas un autre peuple, qui sont à l'étranger, leur vœu le plus cher, c'est de rentrer chez eux. Mais ils savent aussi qu'ils sont beaucoup plus utiles à leur famille là où ils sont qu'ils ne le seraient s'ils venaient ici. Parce qu'ils tiennent sur le plan social une famille qui dépend, n'est-ce pas, de ces maigres ressources qu'ils gagnent là-bas. Les problèmes structurels qui font que cette économie ne fonctionne pas. Les drames que vous décrivez sont le résultat de cela. Un CFA qu'il faut réformer, un régime de change qu'il faut réformer, des réformes structurelles à faire, une compétitivité à recouvrer, beaucoup de choses nécessaires qu'il faut faire pour que cette économie-là marche et puisse absorber ces capacités productives, n'est-ce pas, que ce soit le travail ou le facteur capital, qui se retrouve à l'étranger par des gens qui sont riches parce qu'il n'y a pas d'opportunité ici. Ça, ce sont des choses à régler d'abord, vous comprenez? Parce que si vous injectez de l'argent, comme les bailleurs continuent à le faire, dans une économie qui structurellement ne peut pas absorber cet argent de façon efficace, il y a de l'endettement, il y a du gaspillage et ça ne s'améliore pas. Vous voyez? C'est ce que je voulais dire par utile. Ce n'est pas du genre que ce n'est pas un drame. C'est un drame, mais c'est le résultat de quelque chose qu'il faut régler d'urgence. Vous comprenez? Alors, ce qui fait que si vous donnez, c'est comme les instruments de microfinance ici ou les banques, il y a beaucoup de projets que les gens ont. J'ai une bonne idée. Hein, mais même en Europe, les fonds d'amorçage, voilà, c'est risqué. Lorsqu'on met de l'argent dans un fonds d'amorçage, le start-up, c'est plus risqué. Donc on ne s'y aventure pas comme ça. Et même ces fonds-là, le rendement qu'ils demandent est très élevé à cause du risque. Ça, c'est une chose, ce qui est différent d'une subvention d'État qui vient d'impôts de citoyens, nationaux ou étrangers. Une subvention, je peux le comprendre. On le perd, bon, on ne regarde pas trop. C'est comme une loterie. Bon, la personne pense pouvoir faire un café. À côté, on lui finance et on pense que ça va marcher. Moi, je vous dis que la contrainte générale dont on a parlé tout à l'heure fait que, pris dans sa globalité, lorsque vous injectez de l'argent dans une économie qui n'est pas compétitive, vous perdez cet argent-là et c'est exactement ce que vous avez en Grèce. Hein? Vous prêtez de l'argent à la Grèce, ça se retrouve en importation en Allemagne. L'Allemagne gagne plus d'argent, les autres pays européens. Pourquoi? Parce que la Grèce n'est pas compétitive. Donc le chômage est très élevé en Grèce, peut-être 30-40%. Franchement, 90% retournent aux banques allemandes voilà. Pour les prêts. Donc, en voilà. réalité, ce qu'on est en train de prêter, c'est 10% Tout à fait. Qui ne sert à rien pour... Exactement. Et là, c'est beaucoup. Et là, c'est toute une autre économie. Ici, je vois vraiment un manque
des services non, même mais pour les populations. Oui, mais, non, je comprends. Mais c'est pas parce que... métiers partout. C'est pas parce que vous observez un vide. C'est pas parce que vous observez un vide que la solution, c'est juste qu'il faut leur donner de l'argent pour combler ce vide-là. C'est-à-dire que vous pouvez venir dans le quartier, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de dentiste. Hein? Vous ouvrez un cabinet dentaire, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de service de lavage de voiture. Je ne sais pas, hein, je donne des exemples et vous en créez un. Ce n'est pas pour autant que le problème il sera réglé parce qu'il ne se situe pas à ce niveau-là. Ce que vous observez comme un vide est le résultat de toute la discussion que nous avons eue tout à l'heure. Vous voyez? Et c'est le résultat de tout ce qu'on a dit tout à l'heure qui a fait que des gens se sont exportés parce que malgré tous leurs efforts, ils n'arrivaient pas à faire ce que vous dites. Vous voyez? Mais ils n'ont pas accès à aucun crédit. Voilà, donc vous revenez à notre projet à nous. Il s'agit de faire en sorte d'avoir d'abord une monnaie compétitive. Ensuite, faciliter l'accès au crédit de telle sorte que les besoins et les capacités puissent se rencontrer et le vide que vous observez puisse efficacement être comblé. Je dis bien efficacement. Il faut une monnaie compétitive, une économie compétitive, il faut un accès au crédit. Pour faire l'accès au crédit dans un volume qui correspond à combler ce vide-là, ce n'est pas la microfinance qui va le faire. Ce n'est pas la tontine qui va le faire. Parce que ça, c'est de l'intermédiation d'épargne dans un contexte de grande pauvreté. Il faut un effet de levier. Et l'effet de levier, c'est le système bancaire qui le fait. Le secteur bancaire ne peut pas faire un effet de levier sur cette population, en tout cas par rapport aux entreprises, très petites entreprises qu'elles ont, parce que 90% de notre population n'est pas bancarisée, d'abord. Et même les excédents de liquidité qui sont au niveau des banques, détenus par des personnes comme vous et moi, cet excédent de liquidité, les banques ne peuvent pas l'investir pour leur propre compte pour combler ce vide-là. Il y a de la liquidité dans les banques, mais ça ne comble pas ce vide-là. Pourquoi? Parce que le modèle ne correspond pas aux besoins. Donc il faut imaginer une technologie nouvelle qui permette d'inclure financièrement les personnes-là qui nous préoccupent, de telle sorte à pouvoir les accompagner et combler le vide évident que vous observez et que j'observe. C'est ça que notre projet est en mesure de faire. Il est en mesure d'inclure financièrement des populations exclues, de combler le vide entre les besoins et les capacités, potentiellement avec un moyen d'échange compétitif, de sorte qu'on n'ait pas à faire ce que vous dites, c'est-à-dire prendre les impôts des citoyens qui doivent s'occuper de la voirie, de l'assainissement, de l'éducation et la santé, à financer quelqu'un qui veut ouvrir un café dans le coin de la rue. Non. Vous voyez? Ce n'est ni la responsabilité des pays européens de financer ces gens-là pour qu'ils rentrent. Ce n'est pas non plus la responsabilité de l'État de financer le café qu'il pourrait avoir dans le quartier du coin. Par contre, il est de la responsabilité de l'État d'accompagner tout mécanisme innovant ou de laisser prospérer tout mécanisme innovant, de surcroît expérimenté ailleurs, bien adapté au contexte africain, qui peut inclure financièrement 90% de la population et combler le vide qui nous préoccupe, vous et moi. Ça, c'est une solution qui est concrète et qui va dans le sens de faire en sorte que les gens puissent même rentrer au pays. Nous avons un projet de société fiduciaire d'appui au développement local pour accompagner les capacités productives locales pour qu'elles puissent satisfaire les besoins locaux. C'est un mécanisme innovant, capable de régler le problème que vous venez de poser. Comment faire? Une fois qu'on a réglé les préalables, parce que je vous dis, les préalables dont on a parlé au début de notre interview, ce sont des préalables techniques, indispensables, qu'il faut régler. Maintenant, il y a certaines conséquences, celles que vous déplorez, auxquelles il faut apporter des remèdes. Mais on n'apporte pas des remèdes en essayant de régler leurs conséquences, on va à la racine. Je vous dis que la racine, c'est de faire en sorte qu'au niveau local, dans les circuits courts, que les besoins et les capacités puissent se rencontrer.
Et c'est ce que nous essayons de faire. Et ce que je vous dis est valable ici et aussi valable en Europe. Et c'est la raison pour laquelle il y a toute une prolifération d'initiatives. Bristol et Nantes sont les premières, à l'échelle métropolitaine et à l'échelle des villes, de telle sorte à pouvoir accompagner le développement territorial et local, là où l'euro n'arrive pas à le faire, en complément de ce que l'euro fait, parce que l'euro a ses fonctions. Il faut des mécanismes locaux qui règlent le problème que vous posez. Vous voyez? Mais le problème que vous posez, on ne peut pas le régler budgétairement. Ce n'est pas un problème de budget de l'État. Il est ailleurs et il faut le régler là où il faut. Et je vous dis que notre projet à nous, de société fiduciaire, d'appui au développement local, a cette capacité en Afrique, très adaptée à nos contraintes, a la capacité de faire ce qu'il faut en Europe aussi, parce qu'il est aussi adapté à ce contexte-là, parce que la solution, de notre point de vue, est universelle. Raison pour laquelle la ville de Bristol, la ville de Nantes et beaucoup d'autres initiatives en Europe vont dans ce sens et ils se consolideront, nous en sommes sûrs, à l'avenir, de sorte à avoir des monnaies régionales, complémentaires à l'euro, de sorte qu'en Italie, en Grèce ou ailleurs, que justement ces gaps-là, ce vide-là que vous observez puisse être résolu sans que des citoyens, par ailleurs, qui ont d'autres besoins, n'aient à le financer. Et comment est-ce que vous allez garantir est-ce qu'il y aura une convertibilité après dans le cas du Sénégal avec le CFA ou une fois qu'on achète le SEN? C'est excellent comme question. Nous sommes partis de la convertibilité du CFA par rapport à l'euro à la convertibilité du SEN par rapport au CFA. Nous avons parlé tout à l'heure du Fonds commun d'investissement et de garantie qui sera bien géré avec une gouvernance moderne et des personnalités éminentes qui seront à ce conseil-là de cette institution. La convertibilité se fera par rapport à la monnaie nationale existante. Mais quelle devrait être cette monnaie? Aujourd'hui, c'est le franc CFA. Les réformes à faire sur le franc CFA, c'est un autre sujet. Nous en avons parlé. Est-ce que ce sera une convertibilité par rapport à une monnaie CEDEAO? Nous en avons parlé. La question de la monnaie nationale, régionale, sous-régionale, est une question différente. Nous en avons parlé. La convertibilité entre le SEN et cette monnaie-là se fera au taux de change que les membres de cette association qui achètent ces moyens d'échange auront convenu. Aujourd'hui, nous disons 1 SEN pour 1 franc CFA, mais demain, sa convertibilité entre le SEN et le franc CFA peut être à un taux différent, que les membres auront eux-mêmes décidé en fonction du contexte et des exigences et contraintes du moment. Ce taux de change pourrait éventuellement changer de telle sorte à continuer à servir les objectifs pour lesquels ce fonds existe, les objectifs pour lesquels cette monnaie complémentaire existe et qui sont de faire en sorte que les besoins et les capacités puissent se rencontrer et que les circuits courts territoriaux, n'est-ce pas, puissent être optimisés plutôt que les circuits internationaux qui sont servis, n'est-ce pas, par la monnaie nationale, qui peut être le CFA réformé, une monnaie de la CEDEAO nouvelle, mais dans les deux cas, il faut un complément au niveau local et territorial, de telle sorte à accompagner le développement durable. Je suis très content de cette interview, de ce point de vue-là, parce que ça nous a permis de clarifier un certain nombre de choses et qui ne dépendent que de nous. Une jeunesse africaine, bien formée, qui est au Sénégal, en Afrique, qui est en Europe, qui ne voudrait que pour participer au développement de leur pays. Ce n'est pas facile. Moi, j'ai démissionné du Fonds monétaire international pour pouvoir vous parler d'abord comme je le fais, mettre en œuvre un projet, l'accompagner jusqu'ici, participer et être candidat à une élection présidentielle, qu'on m'a refusé, tout ça pour pouvoir partager un message et faire en sorte que les gens sachent qu'il y a des gens sincères qui ne cherchent que le bien de la population et qui sont prêts à s'exprimer dans un langage de responsabilité
plutôt que de victimisation. Nous sommes en mesure de prendre notre destin en main et il n'y a pas de doute là-dessus. Il suffit de le vouloir.